Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Nous allons parler de la présidentielle en Mauritanie où le candidat du pouvoir est donné vainqueur dès le premier tour. L'opposition ne l'entend pas de cette oreille. On va également parler au Mali de procès Karim Keïta, l'honorable Karim Keïta contre Mamadou Dadje Sasko Sax de RFM et de Adaman Dramé du Sphinx. La prorogation du mandat des députés également, le renouvellement du mandat de la MINUSMA, des thématiques qui seront abordées par nos invités. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Mohamed Amara, sociologue, qui vient de publier justement Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Il va en parler. Et également Serge Daniel, journaliste écrivain. Monsieur Amara, première question se tourne vers vous. Un mot déjà sur ce livre. C'est un essai qui plante un peu le décor sur les situations maliennes et africaines pour dire qu'il y a des situations d'effondrement telles que la question de la corruption ou telles que la question du narcoterrorisme, c'est-à-dire la criminalité organisée, et qui essaie aussi de proposer des solutions pour sortir un peu de ce bourbier-là. Des solutions, c'est-à-dire pour lutter contre ces conflits entre communautés en mettant en place des dispositifs de dialogue qui incluent l'ensemble des corps, c'est-à-dire de la société. Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il pourrait être disponible au Mali déjà? Disponible à la librairie Bas au Grand Hôtel et à la Sahélienne. D'accord. Premier thème du débat du dimanche, la présidentielle en Mauritanie. Je vous le disais, le candidat du pouvoir est donné vainqueur dès le premier tour. Mohamed Ould Ghazouani a salué vendredi soir l'enracinement du pluralisme démocratique en Mauritanie, alors que le Conseil constitutionnel, saisi par les candidats de l'opposition, a annoncé pour ce lundi les résultats définitifs. Là-dessus, le commentaire de Dikourou Cheikh Traoré. Un ancien chef d'état-major pour succéder au général Mohamed Ould Abdelaziz. Le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle de samedi en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, s'est proclamé vainqueur ce dimanche avant l'aube du premier tour du scrutin présidentiel. Cela à partir des résultats de 80% des bureaux de vote. Dans la soirée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé qu'il avait bien obtenu la majorité absolue avec 52,1% des suffrages. Mais ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Cela après examen d'éventuelles contestations de la part de certains candidats. Qualifiant de nouveau coup d'État la déclaration de victoire du dauphin du président sortant, les 4 candidats de l'opposition que sont Biram Ould Da, Sidi Mohamed Ould, Baba Hamidou Kane et Mohamed Ould ont annoncé leur intention d'utiliser tous les recours locaux pour dénoncer ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Voilà, on apprend que des pays ont déjà félicité Ghazouani. Mohamed Amara, est-ce que vous pensez que la messe, elle est dite? Oh, la messe, elle est dite. Hein. Je pense que des pays comme la Mauritanie n'ont pas intérêt à, en tout cas, gérer des troubles post-électoraux, sachant que la Mauritanie est un des pays de la région à être attaqué par le terrorisme dans les années 2000. Donc c'est important. C'est vrai que ces élections-là, elles ne sont pas tout à fait, elles n'ont pas été tout à fait transparentes. Ça, il y a des choses à améliorer, mais je pense que par rapport à la situation qui est une situation de fragilité, de vulnérabilité de la Mauritanie, une situation politique, de crise post-électorale, je pense qu'on ne le souhaite pas pour la Mauritanie. Donc la messe est dite pour moi. Et ce serait bien pour la Mauritanie que les choses avancent. Parce que la Mauritanie, quand même, fait partie d'un des pays des G5 du Sahel. Et c'est important géopolitiquement que ce pays ne soit pas déstabilisé. Oui, Alexis Kalambri, sur cette présidentielle. Non, c'est même mieux qu'on en reste là. Parce que, oui, on peut comprendre les frustrations de ceux qui ont perdu. Encore qu'on pourrait en parler, il y a matière à débat. C'était vraiment pas tranché. Donc, ce serait mieux qu'on en reste là pour une certaine continuité au niveau, justement, de la lutte contre l'insécurité dans la sous-région. Parce que, oui, à l'heure actuelle, le G5 Sahel repose essentiellement sur la Mauritanie et le
le président sortant qui quand même est celui qui a donné, qui fait beaucoup pour le Sahel et qui, à la limite, a donné son onction à quelqu'un qui a passé. Oui, Maître Konaré. Dans les pays africains, à quelques rares exceptions près, le pouvoir ne s'obtient pas par les urnes, véritablement. Il s'obtient soit par un coup d'État, soit par une passation de service déguisée entre le président sortant et son dauphin. C'est ça qui est arrivé en Mauritanie. Et la Mauritanie vit dans un système, depuis longtemps, vit dans un système où une minorité blanche domine la majorité noire. Ce système ne laisse pas de porte de sortie à un quelconque opposant. L'illustration vient d'en être donnée par la victoire du dauphin, du président sortant, dès le premier tour. Moi, je doute de la sincérité de ce scrutin. Je ne souhaite pas qu'il y ait des troubles en Mauritanie, mais je souhaite que par un coup du destin, ce système de semi-apartheid puisse un jour disparaître au profit de la majorité de la population. On ne peut pas dire, de mon point de vue, comme Alexis, à moins que ce soit la doctrine alexisme. Tout à l'heure, il disait que au nom de la sécurité, du rôle que la Mauritanie joue dans le domaine de la sécurité, il faut tout accepter. Non, pas du tout. On ne peut pas dire non. Je pense pas. Il y avait un côté pittoresque lors de ces élections. Parce que d'abord, avant les résultats, M. Razouani a dit « j'ai gagné ». Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'institution chargée de proclamer les résultats a proclamé les résultats, on ne l'a pas entendu pendant longtemps. Il y a eu une espèce de vide. Je pense que Aziz a un bilan et qu'il a fait une passe millimétrée à quelqu'un qui voulait le voir s'asseoir dans le fauteuil après lui. Mais dans ce que moi je trouve intéressant et appréciable, c'est que les opposants ont quand même porté plainte devant le Conseil. Ils ont introduit un recours, devant le Conseil constitutionnel. Donc ils croient aux institutions de leur pays. Il y a eu des troubles, il ne faut pas oublier que des étrangers ont été interpellés, des ambassadeurs des pays voisins, notamment celui de Mali, ont été également convoqués au ministère des Affaires étrangères de Nouakchott, et que j'espère que le verdict du Conseil constitutionnel sera du moins accepté par tout le monde. Oui, Mohamed Amara, quelque chose se passe peut-être en Mauritanie, puisque les voix de l'opposition, elles ne sont pas du tout ridicules. L'opposition n'a pas été ridicule. Elle a à peu près 45% quand on assemble les voix des trois, sinon le deuxième, le troisième et le quatrième. Peut-être qu'un jour, on pourrait arriver à cette alternance. L'opposition pourrait venir à la tête du pays, peut-être. Moi, j'ai toujours pensé qu'une élection présidentielle ou des élections législatives, ça se prépare pas du jour au lendemain. C'est pas des choses qu'on décrète, quoi. C'est des choses qui se construisent. L'opposition, c'est pas qu'en Mauritanie, c'est un peu partout en Afrique. On attend le dernier moment pour exister. Et ça, ce n'est pas normal. Ça explique. C'est vrai ce que dit Maître Konaré sur les situations d'inégalité, les haratines, les autres, qu'il faut effectivement, ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler. Et ce sont sur ces sujets-là que peuvent se gagner une élection ou des élections présidentielles. Et donc l'opposition aujourd'hui a un poids, mais un poids mineur par rapport à la capacité de la majorité à peser sur les décisions actuelles et à en faire en sorte que demain, ce soit le dauphin du président qui soit élu, en tout cas investi comme président. Alexis, je finis juste pour dire que, si vous me permettez, M. Tangara, que je pense que ce qui est important là-dedans, dans ce cas de figure, c'est plutôt des signaux forts que cette élection, en tout cas, nous donne à voir par rapport à la situation géopolitique de cette zone et le risque aujourd'hui. Il ne faut pas que la Mauritanie soit déstabilisée. C'est vrai que, bon, on peut dire qu'on s'en fout parce qu'il y a d'autres problèmes, mais ce serait bien que les choses se calment et qu'on aille dans un sens plus positif. Alexis Calambi, l'autre enseignement, c'est que la Mauritanie est peut-être sur la bonne voie, une bonne voie de démocratisation, puisque quand on regarde l'histoire du pays, de 1978 à 2008, ça a été une succession de coups d'État. Et cette fois-ci, c'est la première transition entre deux présidents élus. C'est peut-être un tournant. C'est ce que je voulais dire à Serge. Le vrai vainqueur ou le premier vainqueur, c'est vraiment le président Aziz. D'abord, il a réussi ce qu'on n'a pas vu en Mauritanie depuis, je ne sais pas, peut-être Ould Daddah.
Ensuite, vous savez, Amara parlait tout de suite des Haratines et lui, il pense que ce n'est pas, je disais au départ que ce n'est pas tranché. Justement, la seconde victoire ou le flair politique de Aziz, ça a été de ramener Merzouk. Le Merzouk est celui qui est vraiment le vrai leader de la communauté haratine. Qu'est-ce que le président Aziz a fait? Il l'a fait emprisonner, il a négocié avec lui, il l'a ramené et il était au cœur de la campagne de son successeur. Ensuite, il a réussi quand même à mettre son nom. Donc oui, il y a un changement, mais on a eu un président qui a une vision qui, semble-t-il, a préparé et qui a réussi à créer peut-être, disons, il y a une fusion parce que quelque part, il y a un partage de voix, même au niveau des Haratines, mais également, il a réussi quand même à faire en sorte qu'une tradition démocratique, même à minima, s'installe dans le pays. Oui. Je pense qu'Aziz, effectivement, on n'a pas parlé du bilan d'Aziz, vous savez que j'ai mes entrées là-bas. Aziz, c'est quelqu'un qui a fait le job, je dirais. Et en plus, il a respecté sa parole. Il a dit, je ne serai pas candidat. Il n'a pas été candidat. Ce qui est inévitable aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que Ghazouani, attendons qu'il soit confirmé par le Conseil constitutionnel, vous n'avez pas de doute, on verra bien, il est obligé quand même de rassembler tout le monde. Il y a quand même des problèmes en Mauritanie, des problèmes de tribus, des problèmes de développement, les mêmes problèmes. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a pensé que l'opposition contre Aziz pendant longtemps aurait tout de suite accepté Ghazouani en disant, bon, Aziz s'en va, c'est Ghazouani qui vient, nous serons d'accord, ce n'est pas ça. J'ai comme l'impression que si on ne fait pas attention, ça peut bouger politiquement dans le marigot politique là-bas. Et c'est pour ça, j'espère qu'après le verdict du Conseil constitutionnel, tout le monde va être d'accord et que le président élu démocratiquement va rassembler tous les Mauritaniens autour d'un programme. Maître Konaré, je vous répète qu'en Mauritanie, l'État est pris en otage par la minorité. Et quand l'État est pris en otage, ce sont tous les moyens de l'État qui sont utilisés au profit de la minorité. Vous avez les moyens idéologiques d'État, la radio, la télé. Vous avez les moyens financiers de l'État. Vous avez les moyens répressifs d'État. Tout à l'heure, Alexis parlait de l'emprisonnement puis du recrutement d'un leader haratine, mais c'est l'État. Donc c'est l'État qui est au service de la minorité. Il n'y a pas de démocratie en Mauritanie. D'accord, Maître Konaré, avec cette voix discordante. Deuxième thème du débat du dimanche, je vous le disais, le mardi dernier, avec la première audience du procès qui oppose l'honorable Karim Keïta à Mamadou Diadje Sako Dissax, Adama Dramé, respectivement promoteur de la radio Futur Média et directeur de publication du Sphinx. Une audience donc de consignation, puisque le procès sur le fond devrait s'ouvrir ce 3 juillet. Vous en parliez la semaine dernière, Maître Konaré. Est-ce que on est en train d'aller vers un feuilleton finalement par rapport à ce procès? La procédure est la suivante. Des plaintes sont déposées contre Karim Keïta en France et au Mali devant des juges d'instruction. L'enquête suit son cours. Entre-temps, Karim Keïta a attaqué 2 journalistes en diffamation, Sax et Adama Dramé, au motif qu'ils l'ont accusé à tort. Donc il y a plusieurs procès qui se chevauchent, n'est-ce pas? Et l'intérêt pour Karim Keïta de ce procès en diffamation est le suivant. S'il parvient à gagner, il pourra toujours brandir le jugement qui condamne les journalistes comme un trophée. Il pourrait l'exploiter devant les juges d'instruction pour dire que ceux qui l'accusent n'ont pu produire aucune preuve. C'est ça l'intérêt pour lui. Et ce serait désastreux qu'il perde. Or, on peut perdre un procès en diffamation rien que sur la forme de la procédure. Il suffit d'un vice de procédure pour perdre un procès en diffamation et ce ne serait pas bien pour son image. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'était qu'on fasse l'économie
de ce procès en diffamation, qu'on attende que les juges d'instruction terminent leur travail. Si Karim bénéficie d'un non-lieu, il pourrait toujours donc se pourvoir contre ses accusateurs dans le cadre d'un procès en dénonciation calomnieuse. C'était pour profiter de son expertise, parce qu'il est avocat. Vous avez défendu lors d'un précédent procès Dramé, pourquoi vous ne le défendez pas cette fois-ci? Bon, peut-être s'il ne veut pas répondre à cette question, on va. Il y a ce qu'on peut parler de rebondissement entre-temps, puisque l'honorable Karim Keïta, qui avait jusque-là gardé le silence, a accordé une interview à Mali Tribune, Alexis Kalambri. Il affirme n'avoir éliminé personne. Oui, effectivement, il a donné à Mali Tribune sa version, une exclusivité qui était... mais ce qu'il a dit oui, il n'a éliminé personne. Non, il n'a jamais été convoqué par les familles fondatrices. Donc, il a vraiment répondu aux questions et je pense que ça donne au moins une piste parce que jusque-là, oui, il n'y avait qu'une seule version, ses accusateurs, pour une fois, on l'a entendu. Mais également, la dernière fois, j'étais opposé à Ahmed Konaré, je pense que c'est encore le cas. Pour moi, si on parvient à prouver qu'il est coupable, puisqu'il faut amener les preuves, ça facilite l'autre procédure. Mais oui, pour moi, ça valait la peine qu'il y ait cette procédure-là. Amara, c'est un procès qui intéresse l'opinion. On a assisté à l'arrivée de Sax qui revenait de Paris. C'est une foule qui allait l'accueillir à l'aéroport de Bamako-Sinou. Le jour du procès également, devant le tribunal également, il y avait du monde. C'est un procès qui intéresse la masse. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau politique. Il ne faut pas se voiler la face. Le deuxième niveau, c'est le niveau social. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation qui fait qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui, en tout cas, permettent de secouer le cocotier pour savoir qui est à l'origine, qui n'est pas à l'origine, ben, ça fait débat et ça plaît à certains qui sont en désaccord avec la façon dont le pays est géré. Ça, c'est l'aspect politique des choses, l'aspect social et je dirais même sociologique. Si ça a été accueilli en grande pompe, c'est parce que derrière, il incarne, en tout cas, une frange de la société qui est en désaccord avec la façon dont, en tout cas, ce journaliste a disparu. Et ça, c'est intéressant pour moi en termes d'analyse politique pour montrer que, bon, c'est vrai, le procès il existe, il faut qu'il suive son cours, qu'on sache de quoi il s'agit, qui a tué qui est l'auteur du crime, quoi. Okay. Pour le moment, il a disparu. Pour le moment, il a disparu. Okay, on ne sait pas voilà, donc qu'il a été tué. Moi, j'étais au procès, contrairement à mon ami Alexis. C'était une audience de conscience. Oui, c'est un procès. Il faut faire son boulot à 7h du matin. Moi, j'étais là, je me suis mis en rang. Vous n'étiez pas là. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, c'est des deux côtés. D'abord, les avocats. Mais on a d'excellents avocats dans ce pays. Je suis admiratif pour leur combat. Que ce soit les avocats de M. Karim Keïta ou ceux des deux journalistes. C'est une bataille. Mais en plus, c'était très beau à voir. Tu vois, ils disent non, mais ça crie comme d'habitude. Bon, mais Konaré nous donne l'exemple ici parfois. Je pense qu'on va aller vers la vérité. C'est pas. Il y a trois choses. C'est-à-dire, il y a ce procès, il y a une instruction, comme vous l'avez dit ici, en commune 4 ou en commune 3, et puis il y a une instruction, surtout une plainte contre Is en France. C'est-à-dire que demain, si Pierre ou Paul passe en France, la justice peut demander à l'entendre. L'intérêt de ce procès, c'est d'abord soit de laver l'honneur de quelqu'un qui se sent diffamé, ou les journalistes qui vont apporter la preuve, mais de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir la vérité, de savoir ce que notre confrère, qui a disparu depuis janvier 2016, est devenu. Et de ce point de vue, je trouve que c'est intéressant. Oui, est-ce qu'on peut aller vers cela, Maître Konaré, dans les semaines, voire les mois à venir? Parce qu'il faudrait d'abord élucider par rapport à la diffamation, avant d'attaquer, avant d'entrer dans le fond, dans le vif du sujet. La dernière fois, je le disais, je disais que ce procès en diffamation ne réglerait rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le procès en diffamation est un procès qui se tient à la barre d'un seul coup. Quelqu'un t'accuse, tu le poursuis, tu le sommes de produire à la barre ses preuves.
Or, ces preuves sont tellement difficiles à rapporter qu'il a été nécessaire d'ouvrir une information judiciaire. Pourquoi une information judiciaire? Parce que l'affaire est compliquée. Il y a des témoins à faire comparaître au besoin par la force publique. Ces témoins ne comparaîtront pas devant un simple juge chargé d'un procès en diffamation. Donc c'est pourquoi je pense que ce procès en diffamation ne va permettre ni de retrouver Birama Touré, ni de connaître qui a fait disparaître Birama Touré. C'est pourquoi je pense que ça ne réglera rien, surtout que l'information judiciaire va encore continuer après le procès. Qui semble pas d'accord. Oui, je comprends vraiment pas, maître. C'est dit que le procès en diffamation a deux avantages. Bon, généralement, la preuve, maître conviendra avec moi, la preuve est toujours matérielle. Si vous accusez, vous apportez la preuve. Elle est matérielle normalement. Deuxièmement, la charge de la preuve, comme on l'a dit, revient à celui qui est accusé, qui est, disons, accusé d'avoir diffamé. Donc, si à la barre, il vient dire, oui, il a diffamé, il a commis l'acte, voici mes preuves, mais au moins, on est sorti de l'auberge. Je pense que ça vaut la peine. Oui, Mohamed Amara. Je voulais juste ajouter le fait que ce procès-là, ce qui est intéressant, on ne peut pas présumer de l'accusation de X et de Y tant que les conclusions du procès n'ont pas été faites, n'ont pas été données. C'est ça qui est intéressant. Si on suppose qu'on est dans un état de droit, c'est ça qui est important. Je comprends parfaitement ce que dit Maître, mais moi, en tant que simple citoyen, je présume que quelqu'un, quelque part, est accusé et que derrière, il y a une bataille juridique, avocat contre avocat, etc., pour que la vérité, en fait, éclate. Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà des récupérations politiques qu'il peut avoir ou des récupérations sociales, ça, c'est autre chose. C'est des choses qui sont, quelque part, liées de façon accessoire à ce genre de procès qui, quand même, touche pas n'importe qui, c'est ça qui est intéressant. Oui. Tout juste pour dire que je suis d'accord avec M. Amara dans son raisonnement. Je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne va pas servir à quelque chose. L'un des avocats de la défense des journalistes, par exemple, disait « Nous avons des témoins qui vont comparaître ». Je dis « Mais quel est le témoin ?» Il me dit « Le moment venu, vous allez voir ». C'est intéressant, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc l'idée n'est pas de dire M. Karim Keïta a raison ou tort de porter plainte, c'est son droit. Moi si on m'accuse ce que je n'ai pas fait, je porte plainte, c'est tout à fait normal. Mais c'est que le droit soit dit et que ça ne soit pas un procès politique. Okay. Parce qu'un procès politique a un mécanisme qui n'a rien à voir avec la justice. D'accord. Alexis Galambri, on est au niveau du prétoire, c'est bon, ça va permettre la manifestation de la vérité, mais en amont, est-ce qu'il n'y avait pas une autre instance? Est-ce qu'on n'est pas plus dans la matière de la régulation ou de l'autorégulation? Il y a une loi sur le régime et délit de presse. Pensez-vous qu'elle soit anachronique, en désuétude par rapport à cela, ou bien pas forcément complémentaire de la justice classique? Pas forcément. C'est-à-dire, il y a les journalistes qui sont en cause ne sont pas des novices. Ils ont suffisamment d'expérience pour ne pas se risquer à faire des choses qu'ils ne peuvent pas prouver a priori. Donc, je me dis oui, quelque part, on a l'arsenal qu'il faut et les journalistes qui sont là sont disons des convaincus. J'espère qu'ils pourront effectivement apporter la preuve matérielle de ce qu'ils avancent. Sinon, oui, c'est vrai, on peut beaucoup dire de l'arsenal que nous avons tant au niveau de la régulation que de l'autorégulation. Surtout au niveau de l'autorégulation, la maison de la presse est en train de mettre... Est-ce qu'elle existe toujours la sanction des pairs? Est-ce que... Oui, depuis un an quand même, la maison de la presse a réussi à mettre en place, disons, un comité des pairs composé de journalistes assez chevronnés, et de plus en plus, on incite les gens à porter leur
disons, plainte à ce niveau-là, parce que elle est examinée par des professionnels reconnus et respectés par toute la profession, et tous les codes d'éthique, enfin, tous les codes de déontologie disent que le journaliste reconnaît en premier la sanction de ses pairs. D'accord. Maître Konaré, on n'a pas Gaussou Drabo sur le plateau, mais est-ce qu'on n'est pas là dans les défis qui se posent à la HAC? C'est vrai, c'est bon de délivrer des autorisations d'ouverture de radio ou de télé, mais on aimerait qu'elles soient opérationnelles, effectives à ces niveaux-là de diffamation, de sanctions, de régulation. Non, la HAC, si je ne m'abuse, a pour mission de rappeler à l'ordre une presse qui, de manière manifeste, outrepasse les règles de déontologie. Je dis bien de manière manifeste. Mais la HAC ne peut pas juger de la véracité ou de la fausseté de toutes les informations. Elle ne peut pas éviter le prétoire. Elle ne peut pas éviter le prétoire. Le prétoire est prévu justement pour tous ceux qui estiment qu'ils ont été injustement accusés. Alors, la loi sur la presse a été votée en faveur des journalistes. Il faut comprendre ça comme un privilège fait aux journalistes d'être jugés suivant une loi spéciale. Le commun des mortels est jugé suivant le code pénal et suivant un code de procédure pénale. Mais les journalistes ont le privilège de bénéficier d'un autre mécanisme légal. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un privilège. C'est un privilège. Donc, on va suivre. Troisième thème du Par exemple, débat en matière de délit de presse, dimanche, sauf on ne pourra pas faire le procès. Pas le procès ici. Non, juste un exemple. Rapidement, En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. D'accord. Sauf dans des délits particuliers. Troisième atteinte à la sécurité. Troisième thème du débat du dimanche, le Conseil de sécurité qui vient d'adopter le projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le texte adopté à l'unanimité des membres définit 5 mesures concrètes dont la réalisation est attendue d'ici 1 an et dont la mise en œuvre fera l'objet d'un bilan dans 6 mois. Ça également, ce n'est pas une très grande surprise, Mohamed Amara, le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Non, c'est dans l'ordre normal des choses. L'état actuel du Mali, en tout cas, présume que la MINUSMA va rester, elle va poursuivre ses activités peut-être, et c'est ça qui est intéressant par rapport aux différentes missions, c'est qu'elle va élargir davantage la palette. Ce qui est intéressant, je pense, par rapport à ce renouvellement, c'est plutôt qu'on doit comprendre qu'il y a un vent nouveau qui se lève par rapport à ces forces onusiennes. C'est-à-dire que de plus en plus, des Maliens sont en désaccord avec la façon dont la MINUSMA gère, en tout cas opère. Et c'est ça qui est intéressant. Comment va faire la MINUSMA pour que ces Maliens qui sont sceptiques, qui sont méfiants par rapport à sa façon d'intervenir, reviennent dans le giron, en tout cas entre guillemets, de la MINUSMA. C'est ça la vraie question pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui la question du centre, la question du terrorisme, le contre-terrorisme de manière générale, aujourd'hui, la MINUSMA serait en mesure, en tout cas, de le résoudre, en tout cas de faire en sorte que les différents acteurs s'associent pour le réduire. C'est ça la vraie question par rapport à la MINUSMA. Ce n'est pas tant le fait d'être renouvelé, c'est quand même sa capacité à apporter un changement. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'elle devrait faire. Maître Konaré, sur le renouvellement du mandat. Ce renouvellement, on aurait dû profiter de ce renouvellement pour préciser, ou du moins préciser à nouveau, et renforcer le mandat de la MINUSMA dans les intérêts du Mali. On aurait dû, par exemple, décider que la MINUSMA serait compétente pour traquer tous ceux qui portent atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. Or, la MINUSMA n'a pas ce mandat. Alors donc, moi, je ne sais pas pourquoi elle est là. Elle est peut-être là uniquement pour appliquer l'accord d'Alger, ou bien elle est peut-être là pour prendre le café. Si elle n'est pas là pour protéger l'intégrité territoriale du Mali, je comprends ceux qui demandent qu'elle parte. Maintenant, on lui demande de se redéployer au centre.
je pense que c'est une erreur que le gouvernement a faite de demander ce redéploiement au centre. Parce que la MINUSMA, une fois qu'elle se redéploie au centre, va créer une force d'interposition entre le sud et tout le reste du territoire malien. Nous n'aurons plus, notre armée n'aura plus, n'est-ce pas, la liberté de circuler et en dehors des limites de Ségou. Donc c'est pratiquement une force d'interposition qui va venir. D'accord. Alexis Calambri, sur le renouvellement. Non, déjà, au moins pour cette fois-ci, ce qu'on peut remarquer en premier, c'est que oui, malgré que ça a été voté à l'unanimité, il y a eu des débats où à un moment donné, on se demandait même si ça allait continuer parce qu'il y avait vraiment des oppositions par rapport à son bilan et de vraies interrogations par rapport à son importance. Mais oui, on se réjouit du fait que ça soit renouvelé, que des missions soient précisées avec des délais. Je pense qu'en 6 mois, si on évalue, ça va... Cette fois-ci, quand même si le mandat n'a pas été revu, le fait de fixer des échéanciers par rapport à des actions visant surtout le retour de la paix et de la cohésion nationale, je pense qu'il y a quand même un changement. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment que le gouvernement a demandé l'arrivée d'une force d'interposition. Parce qu'effectivement, c'est le gouvernement qui a demandé le renforcement du dispositif de l'aménagement au centre du Mali. Ce n'est pas une force d'interposition, c'est pas ce que dit la résolution 2480 que j'ai lue avant de venir ici, parce que ça fait 18 pages. C'est que la mission dit, qui est claire, il y a 4 choses. C'est-à-dire que la résolution demande la protection des civils. Effectivement, il est tout à fait normal que, outre l'armée malienne, la communauté internationale participe à cette protection. Le désarmement des milices, la mission demande ça également. Effectivement, aux côtés des forces maliennes, il faut que les forces internationales aident à cela. Mais c'est le gouvernement de la République du Mali qui a demandé le renforcement d'un dispositif de la MINUSMA au centre. Mais ce n'est pas du tout une force d'interposition. Oui, on a vu également qu'il y a des sanctions. La résolution recommande à ce que les sanctions soient effectives contre ce qui bloque la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que cette fois-ci, Mohamed Amara, ça pourrait être la bonne? Parce que bon, ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. Des sanctions contre ce qui bloque l'avancée de l'accord. Ce n'est pas la première fois, mais c'est quand même une histoire de volonté, quelque part, à faire en sorte que les choses changent. Ça suffit à chaque fois qu'on enterre des gens, qu'on pleure, etc., etc. À un moment, on est sensible. Et comme on est sensible, le fait que des gens qui commettent des actes délictueux, ces gens-là, qu'ils soient sanctionnés derrière. Ça suppose quoi derrière? Ce que Serge dit, je suis absolument d'accord. C'est que derrière, il y a une vraie implication du gouvernement, une vraie coopération entre les différentes forces, la MINUSMA, Barkhane, les FAMA, etc., etc. Et c'est ça. Et les populations, il ne faut pas oublier ça. Les populations sont quand même des facteurs importants pour à la fois renseigner et aussi faire en sorte que on ne dorme pas avec le serpent dans nos cases. Et ça, c'est intéressant. Donc, ce serait bien de punir. Punir ne veut pas seulement dire tuer, c'est aussi traduire devant les tribunaux des gens qui ont été pris dans des actes qui sont des actes répréhensibles. Sur les sanctions, si vous permettez, parce que j'ai une information peut-être que vous n'avez pas, en principe, les sanctions étaient dans la même résolution. C'est-à-dire la résolution 2480, on devait avoir la liste. Moi, j'ai vu une liste passer. On ne sait pas si c'est la même liste qui va être reconduite. Mais finalement, le Conseil de sécurité a décidé de faire deux communiqués, c'est-à-dire vote de la résolution et ensuite sortir la liste des sanctions où vous voyez des responsables de groupes, etc., qui doivent être sanctionnés. Oui. Je voulais me permettre d'apporter cette Alexis Calambri, il y a comme une disproportion entre le lourd tribut, c'est-à-dire le fait que la MINUSMA soit la mission la plus meurtrière des Nations Unies, et souvent la perception du Malien lambda. C'est la mission la plus meurtrière, et sur le terrain, le Malien pense que c'est le contraire. Oui, tout à fait. C'est ça le vrai enjeu pour la MINUSMA d'un côté. Parce que oui, autant elle perd des éléments sur le terrain, autant la perception en général des Maliens est qu'elle n'est pas là pour nous, elle ne fait rien pour nous. Et je pense que l'enjeu pour la MINUSMA, c'est de parvenir à corriger cette vision. Mais cette fois-ci, on a vu au niveau de la communauté internationale qu'il y a les mêmes questionnements, peut-être dans d'autres sens, mais il se dit finalement,
quelle est l'utilité de cette mission qui ne parvient pas à remplir ses objectifs au Mali. Mais à un moment donné, comme je le disais, on pensait même que ça n'allait pas se renouveler, mais finalement, en fixant des objectifs et des deadlines, je pense que ça met la pression sur tout le monde. D'abord sur l'État malien, qui est maintenant fondé à la limite à faire des revendications, parce que oui, il y a effectivement une liste de personnalités à sanctionner. C'est vrai que ça ressemble à beaucoup de chantage, parce qu'on le propose tout le temps, les gens entrent dans les rangs et puis voilà. Oui, on peut même pas peut-être tout rejeter sur la MINUSMA, puisqu'on a vu dans la résolution, par endroit, la résolution invite le gouvernement à assumer ses responsabilités, c'est sa fonction régalienne par rapport au centre par exemple. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la MINUSMA aussi. Non, on n'a pas du tout intérêt à le faire par rapport à notre situation, ça c'est clair et net pour moi. Par contre, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre le travail de la MINUSMA, le travail de Barkhane et le travail, en tout cas, de coordination que fait le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. Et c'est ça qui est intéressant. Il est inintéressant pour moi, en tant que Malien, de trouver dans la MINUSMA ou dans d'autres un bouc émissaire. Ça n'a aucun sens pour moi. Ni aussi d'autres questions qui concernent le centre, le sud. Ça n'a pas de sens pour moi, parce que le centre, le sud, le nord, pour moi, c'est des espaces géographiques qui font partie du Mali, point barre. Oui. Le reste, c'est d'arriver un peu à créer une sorte de mouvement d'ensemble qui ferait que, quelque part, ces forces-là travaillent ensemble de bonne intelligence et que quelque part on arrive à résoudre les problèmes, c'est tout. Mais on n'a pas intérêt, pour moi, à dire que le seul responsable, c'est la MINUSMA, c'est l'État, c'est ceci, c'est cela. Le problème, il est complexe. Et donc, il revient à chacun d'entre nous, quelque part, de mettre un peu la main à la pâte. Et ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est l'ensemble des oui, acteurs. quand on est à terre, on essaie de se relever, mais on ne peut pas s'oublier soi-même et tout rejeter sur les autres. Ce qu'on entend régulièrement au Mali. Tangara. Ouais. Le problème dans ce pays, c'est que les gens essaient de noyer le poisson. Moi, en tant que Malien simple, qu'est-ce que j'attends d'un partenaire comme la MINUSMA qui vient s'installer sur notre territoire? J'attends qu'il aide notre pays à combattre les terroristes, à combattre les rebelles, et à combattre les bandits. Si elle ne fait pas ce travail, c'est qu'elle ne sert à rien. Les longues théories là ne changent rien à cette affaire. La deuxième chose, vous parlez de sanctions. Eh bien, c'est du cinéma. Chaque année, la CEMA fête l'anniversaire de son offensive contre l'armée malienne. Est-ce qu'il y a un acte plus antipatriotique que ce acte-là? Et est-ce que la MINUSMA a pris la moindre sanction contre les auteurs? Mais est-ce que ce n'est pas au gouvernement d'abord de condamner cela d'abord? On n'a jamais entendu la MINUSMA parle de sanctions. Ouais. Mais il faut sanctionner ceux-là qui fêtent l'anniversaire de leur offensive contre l'armée malienne, au mépris de l'accord de paix qu'ils ont signé. D'accord. Et des experts commis par la MINUSMA elle-même ont eu à dire que les groupes armés signataires de l'accord de paix prêtent la main aux terroristes. Avez-vous entendu dire que ces groupes-là ont été sanctionnés ou que des hommes aient été sanctionnés? Donc c'est vraiment des théories, de la poudre aux yeux. Si la MINUSMA veut combattre, qu'elle nous aide à combattre. Si elle ne veut rien faire, qu'elle s'en aille. D'accord, oui. Ça, c'est moi, je ne vais pas répondre parce que, bon, c'est une théorie qu'il développe toutes les semaines. Parfois, je ne veux pas dire que ça agace, mais bon, on connaît les positions qui sont fichées. L'affaire de la sécurité du Mali, c'est d'abord l'affaire des Maliens. Et c'est nous qui avons demandé à la MINUSMA de venir. Je ne dis pas que tout est rose auprès de la MINUSMA, mais il faut qu'on arrête un peu de penser que ce sont toujours les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes d'abord responsables de ce qui nous arrive. Voilà. D'accord. D'un mandat à un autre, l'Assemblée nationale du Mali, elle, a validé la proposition du gouvernement par rapport à la prorogation du mandat, cette fois-ci des députés. Ce sera donc jusqu'au 2 mai 2020. Un projet de loi adopté à 123 voix, 19 abstentions et 0 contre. Alexis Kalambri. Oui, je suis heureux que vous rappeliez le mode de, disons,
ceux qui ont voté pour, parce que c'est vraiment la majorité de tous les camps. Il y a des gens qui sont un peu opposés, mais pour moi, il n'y avait pas d'autres alternatives. C'est la seule solution qui nous restait. Maintenant, est-ce qu'on va d'abord attendre 2020, mai 2020 pour constater qu'il n'y a rien? C'est là tout l'enjeu, mais pour moi, il fallait vraiment proroger pour travailler à améliorer les choses. Maître Konaré, il fallait proroger? Je n'ai pas changé d'opinion sur cette question. Je trouve que l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité dès lors que son mandat est terminé, sans qu'on puisse renouveler ce mandat. Maintenant, le premier principe qu'on doit avoir, c'est le principe des réalités. Il se trouve que le mandat il n'y a pas eu d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, j'ai regardé les options qui s'offrent à l'État. Est-ce qu'il faut proroger? Ou bien est-ce qu'il faut mettre l'Assemblée en congé pour remettre tout le pouvoir à l'exécutif? Je trouve que entre ces deux fléaux, ces deux mots, le moindre est de proroger le mandat des députés. D'accord. Maintenant, si on ne proroge pas, tout le pouvoir reviendra à l'exécutif et cela s'appellera la dictature. Si on sort de cette dictature pour entrer dans ce que certains appellent une assemblée constituante, on tombe dans l'anarchie. Maintenant, est-ce que la prorogation va permettre de tenir les législatives? Je souhaite que ce soit le cas. Je souhaite en tous les cas que, à la date du 2 mai 2020, si on ne parvient pas à tenir les législatives dans le nord et dans certaines localités du centre, il soit décidé de les tenir dans les zones où l'État contrôle la situation. D'accord. Mohamed Amara, on a écouté une interview de Omar Mariko qui dit que l'échec du gouvernement à organiser les élections ne peut pas être l'échec de l'ensemble du peuple malien et que l'État doit s'assumer par rapport à son incapacité. Il a parlé des élections locales, les hauts conseils des collectivités qui n'est pas renouvelé, les conseils communaux, puisque ce ne sont pas que les députés seulement. Non, ce ne sont pas que les députés. C'est une histoire de deux choses, initiative et anticipation. Je pense qu'à un moment, on n'a pas été proactif pour prendre des initiatives afin, en tout cas, d'anticiper sur des problèmes comme ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut se projeter. C'est jusqu'à 2020, mai 2020. Donc, ce serait bien d'ici là que des travaux soient faits pour que les élections puissent se tenir sur l'ensemble du territoire pour éviter des conflits politiques, pour moi, inutiles. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Mariko, c'est ce qu'il pense. Après, voilà, je rentre pas. Ce qui serait bien, c'était de faire le point de la première prorogation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a pu obtenir avec la première prorogation? Faire un petit bilan. Pour voir. L'Assemblée nationale actuelle, de mon point de vue, dans sa configuration actuelle, n'est pas une assemblée qui représente la réalité politique du Mali sur le terrain. Parce que nous avons eu des élections présidentielles remportées par M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons un premier, nous avons un deuxième, nous avons un troisième, un quatrième et un cinquième. On ne les voit pas représentés, de mon point de vue, à l'Assemblée nationale. La question qui s'est posée, c'est si on ne fait pas les élections, on n'arrive pas à faire les élections, qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord en partie avec Konaré, et je regrette d'être d'accord avec lui ce soir sur ce point, parce que je voulais riposter, mais il a été, de mon point de vue, effectivement, il y a un vide qui fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un vide qui fait peur parce qu'on revient de loin, de très loin, d'extrêmement loin. Qu'est-ce qu'il faut faire si on ne fait pas les élections? Il faut trouver une solution. Ce qui a manqué de mon point de vue au gouvernement, c'est une solution consensuelle. C'est-à-dire qu'on aurait pu regrouper tout le monde au lieu de passer par un projet qui sera voté par l'Assemblée, consulter la Cour constitutionnelle, pour dire, bon, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Est-ce que vous voyez? Parce que de ce point de vue, aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne représente pas la classe politique malienne après les élections. Donc il faut trouver un mécanisme, je trouve, il faut trouver un mécanisme pour calmer tout le monde, parce que vous voyez qu'il y a 4 partis politiques ou des associations qui se sont constitués, qui ont formé un nouveau front. Un front à la Ante Abana, si vous permettez l'expression. Donc il faut tenir compte de tout cela.
Ouais. Mais il y avait un véritable problème. Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas d'élection? On ne peut pas rester les bras croisés et dire on ne fait rien. Mais je pense que l'originalité est dans la manière, comme le dirait Sainte-Beuve, et non dans la matière, et que le gouvernement de la République aurait peut-être mieux fait de consulter davantage les partis politiques, les groupes, pour savoir ce qu'il fallait faire. Oui, Alexis, est-ce qu'il faut lorgner vers mai 2020 avec espoir au cas où on ne parvenait pas à organiser le scrutin? Est-ce que la configuration actuelle même du pays, puisqu'à partir de Ségou, on n'ose pas se hasarder, l'État est inexistant, est-ce que vous pensez que d'ici à mai 2020, les choses pourraient rentrer dans l'ordre de manière à permettre la tenue des élections sur l'ensemble du territoire? On peut le rêver parce que, oui, il y a... logiquement, il y a deux motifs, disons, d'être optimiste. Vous avez cet accord, ce mandat qui vient d'être prorogé, dans lequel on dit spécifiquement, avant 6 mois, il y a des choses à faire. Vous avez le dialogue politique qui se met en place et qui a pour objectif d'amener les Maliens, comme le dit mon voisin de droite souvent, à s'entendre sur un minimum démocratique. Donc, un SMIC démocratique. Donc, cela va permettre que, à la limite, le découpage soit possible, que la nouvelle constitution soit possible et qu'on ait quelque chose sur lequel on peut s'entendre pour toujours. Donc, je pense que oui, on a tout le préalable pour qu'on y arrive. Oui, on apprend peut-être cette arrivée du Premier ministre dans la région, à Mopti. Ça peut changer quelque chose, la présence de l'exécutif, que le PM se rende sur le terrain, ça peut apporter des choses. Puisque les premiers ministres se sont rendus dans la région de Mopti. Bien sûr, mais ce qu'il faut davantage, c'est une stratégie militaire et politique de sortie de crise. Ce n'est pas seulement la présence du Premier ministre dans la région de Mopti qui va changer la donne sécuritaire. Le sécuritaire ne va pas régler le problème seul. Et d'ailleurs, le Premier ministre ne va pas sur le terrain pour le sécuritaire seulement, heureusement. Nous allons avoir le commissariat à la sécurité alimentaire qui va faire une distribution de vivres. Parce que à côté de l'insécurité, il y a l'insécurité alimentaire. Donc il y aura une distribution de vivres sur le terrain. Et ça me semble quelque chose d'important de pouvoir aider nos parents qui n'ont pas les moyens de survivre, de les aider. Et donc cette initiative du commissariat à la sécurité alimentaire est quelque chose que moi je salue parce que ça permet de dire nous sommes à vos côtés pour vous aider pour ça, et également pour ça. Et non le tout sécuritaire dont on parle, mon ami Konaré, et nous voilà à nouveau fâchés. J'ai Tout à fait. Un dernier mot sécuritaire et politique. avant de clore l'émission. Et ensuite, Alexis, rapidement. Oui, l'autre avantage, c'est que, au moins, l'autre spécificité, cette fois-ci, le Premier ministre ne va pas juste en visite. Je ferai rester quelques jours. Voilà, il va pour rester. Ça, il va déplacer le gouvernement de la République à Mopti. Et Konaré est invité. Ça va rassurer les populations. Ça va, disons, inciter l'administration à retourner. Oui. Et ça va montrer la volonté tout au moins du gouvernement à s'investir pour ça. D'accord, rapidement le dernier mot. Oui, il y a deux choses par rapport à la visite du Premier ministre. Il y a la question de la communication, de l'image qui est importante. L'autre question aussi importante, c'est quand même le vivre ensemble. C'est montrer que le Mali, ce n'est pas seulement Bamako, ce n'est pas seulement Kidal, c'est aussi l'ensemble de ce territoire. Et là où il y a le problème, il faut que le représentant de l'État, en l'occurrence le Premier ministre, puisse y aller, voir les gens, vivre avec eux, vivre leurs difficultés, leurs souffrances, c'est-à-dire apaiser. C'est ça qui manque souvent. On est très loin des réalités locales. Et ça, je trouve ça bien de pouvoir délocaliser, juste si c'est une semaine ou deux, pour voir la réalité locale. Ça, c'est bien. C'est sûr que ça ne va pas résoudre tous les problèmes du monde, en tout cas du Mali, mais au moins si on arrive à articuler l'aspect sécurité et l'aspect développement, vivre ensemble surtout, je pense que c'est D'accord. J'ai reçu un petit mot de mon ami Konaré qui m'a dit que je l'ai attaqué, je voulais m'excuser. D'accord. Et ce sera donc le dernier mot.
Avant de clore définitivement cette émission, un remerciement aux organisateurs de Mali Award, la première édition, qui ont distingué Africable, une distinction qui arrive au lendemain de la disparition brutale de notre collègue Moussa Bari, un caméraman des premières heures, une distinction qu'on lui dédie, Moussa Bari, qui aura été donc de tous les combats, notamment le premier direct d'Africable, la première retransmission en direct en dehors du Mali, c'était en 2005 au Togo, lors donc de la retransmission en direct de la fête d'indépendance du Togo. Moussa Bari qui nous quitte brutalement, nos pensées à son épouse et à ses enfants. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient M. Cheikh Marconaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication des Mali Tribune, Dr Mohamed Amara, sociologue, et Serge Danel, journaliste écrivain. 21h politique, le débat avec Robert Dissa qui va parler des 4 ans de l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous, on vous retrouve dimanche prochain si Dieu le veut bien.